Professeur, quelle a été la motivation qui vous a amené à écrire ce livre sur les investissements chinois en Afrique? Ouais, la motivation pour écrire ce bouquin, ce livre sur les investissements chinois en Afrique est simplement les résultats d'une observation ou d'un phénomène. Et c'était le fait qu'il y avait à un moment donné une présence tout à fait remarquable des Chinois en Afrique. On parlait beaucoup des Chinois en Afrique, c'était Chinois par-ci, Chinois par-là, de l'Afrique du Nord en Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Est en Afrique de l'Ouest, même au centre. Il y avait beaucoup de Chinois qui étaient en train de travailler en Afrique, de construire des routes, des infrastructures, des ponts, des hôpitaux, beaucoup d'autres choses. Et puis, évidemment, il y avait cette réalité-là qui pousse une réflexion, parce que c'est souvent un peu le cas pour des projets académiques. Il commence avec ou bien une observation ou bien une question purement rationnelle. Et si la question est suffisamment intrigante, ou si l'observation suggère des causes qui ne sont pas tout à fait évidentes, ou self-evident comme on dit, on est souvent un peu intrigué en voulant en savoir plus. Et pour ce qui concerne la Chine, je me suis dit, allons un peu voir allons un peu nous intéresser à ce que font les Chinois en Afrique. Et puis c'était dans les années 2003, je me rappelle, j'étais déjà à New York à l'époque. Le rapport de Goldman Sachs, qui est une firme, une compagnie d'investissement à New York, avait sorti un rapport dans lequel il faisait état de pays émergents, des pays qui devenaient économiquement très puissants. Et c'était des pays des BRICS. Donc les pays de BRIC, souvent on dit BRIC, donc le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Si on y ajoute aussi l'Afrique du Sud, ça fait donc BRICS. Et la Chine était justement le pays moteur, le pays qui était là en tête de ce groupe, de ce nouveau pays émergent économiquement. Et là, je me suis dit, mais ça fait tout un tas de raisons pour s'intéresser à la Chine. Et j'ai aussi tout de suite pensé à ce que disait un des ministres de Napoléon vers les années au 19e siècle, Perfit, qui parlant de la Chine, faisait allusion à un géant qui s'endormait et qu'à un moment donné, ces géants se réveilleraient. Moi, je me suis dit, c'était peut-être le moment où le géant était en train de se réveiller, donc la Chine. C'était donc les premières questions intrigantes qui m'ont un peu amené à m'intéresser un peu plus à la Chine. Et puis en dernier lieu, c'était aussi de savoir un peu quel genre d'investissement pourraient les Chinois pratiquer en Afrique. Parce qu'après tout, la Chine, c'est un pays communiste, et puis les communistes ils ne font pas partie de l'économie libérale et du marché. Alors je voulais savoir qui sont ceux qui investissaient en Afrique, si c'était le gouvernement chinois, ou si c'était des compagnies chinoises et s'il en existait, ou si c'était plutôt des privés. Et puis ensuite, dans quel domaine ils étaient intéressés, quels sont les produits qui les intéressaient pour investir. Et puis ici aussi, ils pratiquaient un peu le même genre de commerce ou d'investissement que les Occidentaux, parce qu'on sait un peu l'histoire des échanges commerciaux entre les pays d'Afrique et les pays d'Occident. Je voulais un peu savoir si la Chine s'intéresse à l'Afrique sur le domaine purement économique, si on aura un peu la même chose, ce qu'on a eu avec l'intérêt occidental en Afrique. Donc je voulais savoir si les Chinois, eux, apportaient une autre approche ou un autre modèle ou quelque chose de nouveau, de différent, et puis aussi, par conséquent, si l'Afrique tenait à bénéficier de ce qu'apportait la Chine en Afrique. C'était un peu ça, généralement, ou grosso modo, les raisons qui m'ont poussé à m'intéresser à la Chine. Professeur, est-ce que le modèle de croissance en Chine est exploitable en Afrique?
Oh, mais ça, c'est une bonne question. Elle est aussi tout à fait logique parce que chaque fois quand il y a un pays qui monte, qui fait des progrès, qui fait d'efforts, et si les efforts portent des fruits, on est tenté tout de suite de se demander pourquoi d'autres ne feraient pas autant. Donc, vu de cet angle-là, c'est une question tout à fait logique. Mais il s'est fait qu'elle est un peu beaucoup plus compliquée qu'elle ne paraît, simplement parce que on ne peut pas transplanter les réalités d'un pays vers un autre pays, parce que généralement, tout un pays, chaque pays a son histoire à lui. Chaque pays a son système économique et politique, sa société, sa culture. S'il faut mettre l'histoire et la culture ensemble, on voit tout de suite que c'est souvent l'histoire et la culture qui éventuellement produisent la culture politique, et la culture politique finalement a des retombées sur les décisions économiques. Donc, et c'est chaque pays qui a sa constellation à lui. Donc c'est difficile d'avoir un pays qui a deux pays qui ont le même passé historique, la même culture sociale, la même culture politique et même économique. Ce qui fait que c'est difficile d'imaginer une transplantation d'un pays, d'un modèle d'un pays bien quelconque vers un autre pays. Moi, ce que je dis souvent quand je parle de cette question-là, je dis souvent que ce qui est à retenir, c'est plutôt le fait qu'il y a un principe qui semble être récurrent. Notamment, il y a des pays qui, au cours de leur histoire, se rendent compte qu'ils sont en train de vaciller ou de rester derrière, où les choses ne vont pas, et ce sont des pays qui prennent le temps de se demander ce qui ne va pas, et éventuellement, ils pensent à ce qu'ils devraient, ce qu'ils pourraient faire pour sortir de leur malaise économique. Donc, je pense qu'il y a un principe qui est là, c'est que chaque pays qui voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, devrait prendre le temps de s'asseoir, de se demander ce qu'il faut faire. Et en prenant ce temps à se demander ce qu'il faut faire, le résultat est souvent ce qu'on appelle des réformes. C'est souvent des initiatives de réformes qui sont le produit des initiatives des pays qui décident de sortir de leur marasme économique. Donc, et puis, chaque pays commence un peu à penser aux réformes qu'il devrait faire. Et il y a des pays on a des exemples dans l'histoire que je vais mentionner dans une minute. Il y a des pays qui, chaque fois dans l'histoire, nous montre qu'il y a des pays qui ont pris le temps de faire des réformes, et les réformes ont abouti. Donc ça fait un peu ce que moi j'appelle le principe. Mais l'approche, c'est que si vous avez pris le temps de vous rendre compte de ce qui ne va pas, et que le résultat a été les réformes que vous avez préconisées pour sortir de la situation, mais ces réformes-là ne vont que refléter votre réalité. Ce qui fait que le principe est qu'il y a des pays qui éventuellement sont contraints à faire des réformes. Mais chaque pays fait des réformes à lui. Et ce que j'appelle l'approche, c'est que les réformes qui sont adoptées par un pays qui se décide de se réformer, ces réformes-là, donc l'approche doit être différente, parce que c'est chaque pays qui doit regarder ses propres conditions à lui avant de s'engager. Donc ce que je dirais, pour répondre à la question, c'est que l'histoire démontre qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de principe des réformes économiques qui sont souvent entreprises par des pays qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en faisant ces réformes, ils doivent carrément décider pratiquement des conditions concrètes qui pourraient les amener à sortir de leurs conditions. Et en prenant des décisions concrètes, c'est là qu'on se rend compte qu'un pays comme la Chine va avoir d'autres remèdes qu'un pays comme le Brésil, et un pays comme le Vietnam aura d'autres remèdes qu'un pays comme les Philippines ou l'Afrique du Sud.
C'est pourquoi je dis, historiquement, il y a un phénomène récurrent que le pays décide des fois de faire des réformes, et tout pays peut faire des réformes, donc c'est le principe, mais la nature des réformes, donc l'approche qu'il faut prendre pour sortir des conditions difficiles, est souvent liée aux réalités concrètes, empiriques de chaque pays. Et comme je disais un peu plus tôt, et parce que chaque pays a ses conditions à elle, des conditions historiques, des conditions culturelles, des conditions économiques et politiques, c'est difficile d'imaginer un modèle chinois qu'on pourrait transplanter en Afrique. Moi, ce que je dirais, parce que j'avais fait allusion aux exemples dans l'histoire, il y a par exemple les Japonais qui s'étaient rendus compte de 1886 qu'ils étaient un peu restés en arrière par rapport aux Occidentaux. Ils se sont bien demandé ce qui s'était passé parce qu'ils avaient connu les Occidentaux deux siècles avant. Et à l'époque, quand les Occidentaux étaient arrivés en Asie de l'Est, ils n'étaient pas aussi avancés dans le 15e, 16e siècle, mais quand ils sont revenus après la révolution industrielle, ils ont fait la loi en Asie. Et les Japonais étaient surpris, ils se sont dit, bon, il y a quelque chose qui s'est passé ici, nous on est maintenant dans une position d'infériorité, on ne peut rien dire. Alors allons un peu savoir ce qui s'est fait en Europe pour permettre aux Occidentaux d'être aussi puissants, parce qu'ils n'étaient pas aussi puissants il y a quelques siècles. Alors les Japonais, ils ont fait ces projets-là, ce que j'appelle les réformes. Ils ont étudié ce que faisaient les Européens et ils sont venus en Allemagne prendre un peu ce que faisaient les Allemands de mieux que les Français, ou les Français ce qu'ils faisaient de mieux que les Britanniques et vice-versa. Et puis éventuellement, les Japonais, ils se sont concoctés un petit modèle pour sortir de leur sous-développement. C'était donc les réformes que le Japon a entreprises depuis 1886. Et c'est ce que je fais, ce que j'appelle le principe. Faire des réformes quand vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Après le Japon, si je peux rester en Asie, il y a la Corée du Sud qui a fait la même chose, déjà depuis les années 50-60, puis tout au long des années 70. Et puis, éventuellement, on sait ce que les réformes de la Corée du Sud ont apporté. Ils se sont dotés d'un plan de certains secteurs importants qu'ils supportaient politiquement. Et puis aujourd'hui, tout le monde sait de quoi les Sud-Coréens sont capables. Mais c'est aussi un projet de réforme qu'ils ont dit entreprendre. Et puis, dans les années, depuis 1978, la Chine aussi a fait la même chose avec Deng Xiaoping, même Xu Enlai, Lin Biao, tous ces leaders chinois du communisme juste avant la mort de Mao. C'est des gens qui se sont dit, mais la Chine, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on bouge. Ils ont aussi entrepris leurs réformes. Mais ici, on voit tout de suite l'exemple de ces trois pays-là, le Japon, la Corée du Sud et la Chine. C'est trois pays qui ont entrepris des réformes, c'est ce que j'appelle le principe. Mais chaque pays a concocté ses propres remèdes. Et c'est ce que j'appelle l'approche qui doit être différente, parce que le Japon est différent de la Corée du Sud, de la Chine, et ainsi de suite. Et puis, si on reste sur la même ligne, on continue à voir des exemples des pays qui décident de se réformer. Chaque fois quand il y a des choses qui ne vont pas, je pense à la Russie, sous Gorbatchev, il a aussi commencé son programme, son initiative de réforme, qu'il a appelé Glasnost et Perestroïka. Malheureusement, ça a mal tourné, mais c'est la même démarche. Il y a aussi, par exemple, même ici en Allemagne, Schröder avec Agenda 2000, qui a remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que l'Allemagne vacillait, qu'il fallait faire quelque chose, parce que le monde changeait et que les structures socio-économiques allemandes étaient un peu vétustes. Il fallait les adapter. Il a fait la même chose. Et puis, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. Puis je peux continuer la liste. Il y a les Vietnamiens qui ont appelé leur modèle de réforme Doi Moi. Donc il y a tout un tas de pays qui font la même chose et qui décident de changer. Je dois aussi invoquer le pays comme la France, qui a, tout le monde le sait, très fortement besoin des réformes. Mais il faut encore un courage politique ou même un courage civil de la population. Mais il est évident que chaque fois, à un moment donné, on a besoin de ces réformes-là.
et ça paraît être récurrent et c'est systématique, c'est pourquoi j'appelle ça le principe. Professeur, pour expliquer la prospérité en Occident, Max Weber nous parle de l'éthique protestante. Les Chinois nous parlent de Confucius. On estime que le siècle prochain, c'est africain. Donc, pour expliquer une hypothétique prospérité en Afrique, l'on croit en quoi en Afrique? Est-ce qu'il y a un modèle qui peut expliquer ça en Afrique? Il y a un modèle qui peut expliquer l'éthique de l'homme africain. Ouais, donc si je comprends bien la question, elle consiste à savoir si en Afrique on a une sorte de ce que les Grecs appelaient ethos, ou une culture ou un système de valeurs qui pourrait nous aider à orienter notre sortie des difficultés économiques, comme un peu Max Weber explique un peu l'essor économique et le capitalisme occidental par des valeurs du protestantisme. Et aujourd'hui, il y a certains auteurs qui parlent de Confucius comme étant le soubassement de l'essor économique de la Chine. Et donc la question est de savoir si nous, en Afrique, on a un système de valeurs qui pourrait nous aider aussi à nous propulser vers des futurs meilleurs. C'est encore une fois une question historique, une question d'importance. Il est évidemment vrai que Max Weber a carrément expliqué l'essor du capitalisme en Occident, ou plutôt le fait que l'Occident soit l'espace géographique dans lequel les systèmes de production traditionnels ont eu leur fin. Donc éventuellement on est passé vers un modèle de surproduction et du marché et le capitalisme. Max Weber explique cet essor-là, donc les débuts du capitalisme, par une certaine éthique du protestantisme qui consistait du moins la théologie protestante de l'époque de Calvin par exemple, qui voulait que les croyants du nouveau protestantisme soient plutôt des gens qui travaillent, des gens qui sont rationnels dans leur approche des choses, des gens qui sont systématiques, des gens qui aussi sont soucieux du succès, mais le succès c'est peut-être pas le mot qu'il faut. Ils devraient être soucieux de résultats, donc de l'efficience, de la capacité de s'enrichir, d'être en mesure de bénéficier de leur travail. Bon, il y a Max Weber qui a dit que ça doit être le début du capitalisme, parce que si tu es un croyant protestant, ta foi, ta théologie demande à ce que tu prouves que tu es un bon travailleur. Un bon travailleur prouve qu'il est bon travailleur par le résultat, et les résultats finalement c'est un peu le résultat immatériel, c'est un peu le succès, le succès pas dans le sens mondain du terme, mais dans le sens anglo-saxon du terme. Donc si on a quelque part des résultats de ce qu'on fait, et l'éthique protestante allait un peu plus loin jusqu'à carrément établir un lien entre le bénéfice qu'on a de son travail ici sur terre et la bénédiction divine. Et c'était ce lien-là que Max Weber voit comme la motivation du capitalisme en Occident. Et évidemment, il y a des gens qui contredisent Max Weber, mais ce n'est pas notre sujet jusque-là. Mais je dois dire aussi que je pense à d'autres auteurs, notamment Montesquieu, qui lui parlait un peu aussi du fait que les sociétés libérales où les gens sont souciés de leur liberté et qu'ils les demandent de leurs autorités politiques, c'était une réalité ou une caractéristique des pays occidentaux, et que plutôt dans les pays du Sud, selon lui, les gens étaient plutôt
satisfaits ou n'avaient pas de problème avec des dictatures. Et il y a lui donc qui parlait utiliser un peu la géographie pour expliquer le dynamisme du libéralisme politique en Occident, au Nord, et plutôt les despotismes et les dictatures dans les pays du Sud. Donc Montesquieu utilise la géographie. Je vois qu'il y a un parallèle à faire ici, avec Max Weber qui lui utilise la religion pour justifier le changement et le progrès qu'on observe en Occident par rapport à d'autres espaces géographiques du monde, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique latine. J'ai dit tout ça pour dire que c'est normal que maintenant les gens se disent, bon voilà, si le protestantisme a aidé l'Occident à sortir de ce cycle de production traditionnelle, peut-être que c'est le confucianisme qui est en train d'aider les Chinois. Mais là, je me dis, non, si on arrivait à cette conclusion, on irait un peu trop vite en besogne, parce que le même Max Weber avait expliqué le retard des pays asiatiques, parce qu'il appelle le mode de production asiatique. Il avait expliqué le retard des pays asiatiques par le fait que leur religion ne leur permettait pas de sortir de ce cercle vicieux, parce que justement leur religion, et en l'occurrence l'hindouisme, le bouddhisme et puis le confucianisme, qui n'est pas une religion mais une éthique de vie. Donc Max Weber prenait ces religions, ces philosophies éthiques des pays d'Asie, et il démontrait comment il n'avait rien de stimulant pour le peuple asiatique, et que par conséquent, ils allaient rester dans leur marasme économique. Mais on se rend compte que ces mêmes pays d'Asie, la Chine et l'Inde, sont actuellement en train de vivre un essor économique, mais leurs religions n'ont pas changé. Ils sont restés bouddhistes, ils sont restés adeptes du confucianisme, ils sont restés hindouistes. Donc on voit tout de suite que Max Weber là, qui était en train d'expliquer le retard des pays du Sud par les pays d'Asie par les religions, mais on voit aujourd'hui que les pays d'Asie sont en train de monter économiquement, alors qu'ils n'ont pas changé de religion. Donc quelque part, l'analyse de Max Weber n'a pas été justifiée. Quant à savoir si on pourrait imaginer une éthique sociale ou morale, ou même un système de valeurs en Afrique qui pourrait nous aider, qui pourrait aider l'Africain ou le continent africain, ou même le peuple de la culture africaine dans la diaspora, de sortir des difficultés économiques qu'on observe dans les pays d'Afrique. Je peux imaginer des arguments, des analyses allant aussi bien dans un sens que dans l'autre. Notamment, on peut carrément trouver des raisons ou des valeurs dans l'éthos du peuple africain, africana, la culture, l'essence de la culture de la civilisation africaine. On peut certainement y trouver des valeurs qui promeuvent carrément le travail, le communautarisme, les soucis d'avancer, les soucis d'être bien, d'harmonie, et tout ça, c'est bon aussi pour l'économie. Mais je peux aussi envisager d'autres qui disent, oui, il y a un peu trop de choses dans la culture traditionnelle africaine qui nécessitent une sorte de retouchage, parce que la société moderne actuellement est telle qu'elle ne repose plus sur les valeurs qui sont toujours maîtresses dans les pays d'Afrique. Et là, je pense carrément, par exemple, à la solidarité africaine, où on demande, ou quand on vit dans un contexte africain, où on est, en tant qu'être social, on est tenu d'être en rapport avec d'autres, d'entretenir ces échanges, ces rapports sociaux avec d'autres, et que la culture africaine voit en cet élément-là une valeur positive, et que l'être humain trouve son compte dans la communauté. Ces difficultés peuvent être partagées et ces joies peuvent être partagées par d'autres. Donc c'est une valeur tout à fait clé, motrice de la culture africaine. Maintenant, évidemment,
dans un contexte moderne, ça devient un peu problématique quand on imagine, par exemple, s'il y a un groupe de 5 Africains quelque part, il y a 2 qui travaillent et puis 3 qui ne travaillent pas. Dans le contexte africain, les 3 qui ne travaillent pas vont juste tendre la main aux 2 qui travaillent. C'est dans le contexte de la solidarité africaine, mais dans le contexte moderne, ça devient un peu problématique parce que vous avez 5 personnes dont 2 seulement contribuent à l'économie parce qu'ils travaillent, ils ont un salaire, un income, mais que 3 autres ne font rien, donc ils ne sont pas des individus, ils ne contribuent pas à l'économie. Donc la société moderne n'accepte pas, ne trouve pas ça quelque chose de positif, qui est des citoyens ou des gens qui carrément se sentent soutenus par la société de pouvoir attendre de l'aide des autres. Mais ici, évidemment, on peut se demander est-ce que c'est la culture moderne ou c'est plutôt des valeurs de ce capitalisme libéral qui demande à ce que tout un chacun soit responsable. Mais tout ça, ce sont des questions qui, quand même, qui doivent se poser, mais qui nous amènent à dire qu'il y a une nécessité quand même, chez nous, en Afrique, de revoir certaines bases de nos valeurs, parce qu'il y en a qui sont certainement déjà révolues et qui c'est tout à fait historiquement acceptable et logiquement même préférable que chaque société remette ses valeurs en question et qu'elle en invente d'autres. C'est tout à fait dans la norme des choses parce qu'il y a les valeurs, c'est un peu comme tout un produit, les valeurs changent. Donc on peut imaginer bien des valeurs africaines qui se meurent et que d'autres valeurs africaines naissent. Donc il n'est pas nécessairement bénéfique que nous, en Afrique, on décide coûte que coûte à sauvegarder certaines valeurs, quand bien même elles avaient perdu leur raison d'être. Donc c'est dans la norme des choses que des valeurs qui pouvent être nécessaires pour la société soient gardées, mais il y en a d'autres qui freinent, donc il n'y a pas de tort, selon moi, de le remettre en question. Professeur, certains experts occidentaux nous disent que l'Afrique est devenue un continent stratégique pour la Chine. Mais en regardant dans les chiffres, notamment l'ensemble du volume des échanges commerciaux entre la Chine et le reste du monde, on se rend compte que la Chine échange plus de 40% avec les pays du sud-est asiatique, les pays de l'ASEAN, plus de 17% avec l'Union européenne, de 15% avec les USA et seulement 3% avec l'Afrique. Alors, professeur, vous partagez le point de vue de ces experts que l'Afrique est le continent stratégique pour la Chine, où vous avez notre grille de lecture. Oui, je partagerai le point de vue de ceux qui disent que l'Afrique est stratégique pour la Chine, seulement si on ne considère pas uniquement ou exclusivement le volume des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine comme seul paramètre. Parce que si on ne considère que le volume d'échange, évidemment, l'Afrique ne pèse pas par rapport à ce que fait la Chine comme volume d'échange avec les Occidentaux en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine. Mais si on considère d'autres paramètres, si on prend en compte d'autres paramètres, on se rend tout de suite compte qu'effectivement, l'Afrique joue un rôle stratégique pour la Chine. Et voici un peu mes raisons. La première est carrément le besoin énergétique de la Chine. La Chine qui a besoin d'énergie, et on sait tous que toute économie moderne fonctionne à base d'énergie. Jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, on utilise de façon essentielle l'énergie de ce qu'on appelle le fossil fuel, donc le pétrole en premier lieu, entre autres. Et tant que l'économie chinoise a besoin de l'énergie, elle aura besoin de l'Afrique, pour la simple raison que
le Moyen-Orient, d'où vient la plupart du pétrole du monde, est déjà dans la main des Occidentaux. Il y a des Américains et les Occidentaux qui ont une histoire de présence dans le Moyen-Orient et qui se sont arrangés à avoir un accès de ce produit-là. Ce qui fait que les Chinois étaient contraints d'aller chercher ailleurs leur source d'approvisionnement en énergie. Et le faisant, ils sont venus en Afrique. Et maintenant, on se rend compte, par exemple, que depuis le début des années 2000, l'Angola est devenu le pays le plus important exportateur de pétrole vers la Chine. Et à part l'Angola, il y a le Soudan, il y a le Nigeria, il y a l'Algérie, le Congo, bien d'autres. Donc si on considère le besoin d'énergie que la Chine a et toute autre économie, on se rend compte que la Chine a besoin de l'Afrique sur ce point de vue. Ensuite, il y a d'autres facteurs. Il y a le fait que si on est une puissance montante, généralement en géopolitique, on parle ici je me réfère à Flint, un auteur américain qui parle de geopolitical codes, donc des codes géopolitiques qui consistent à se rassurer des amis qu'on a partout dans le monde et du degré d'amitié qu'on a avec ses amis. Évidemment, si la Chine peut compter sur les Africains, tout un continent, ça fait déjà un atout majeur sur le plan géopolitique, parce qu'il faut imaginer que les intérêts de la Chine continuent à croître internationalement. Donc la Chine a besoin d'amis, la Chine a besoin d'espace géographique rien que pour, par exemple, ses navires ou pour ses échanges. Et chaque fois quand tu as un ami en plus sur l'échelle du continent, du globe, c'est toujours un point positif pour une puissance montante. Chaque fois quand la Chine accroît le nombre d'amis, ce n'est pas négligeable. Et si la Chine accroît le nombre d'amis en Afrique, c'est encore une façon de se tailler un espace dans le concert international. Et cet espace-là peut servir aussi bien politiquement qu'économiquement et dans bien d'autres choses. Donc, vu de ce point de vue-là, ce n'est pas une mauvaise chose. On sait par exemple que les Chinois ont fini par carrément étouffer les Européens comme partenaires économiques de taille en Afrique. Les Chinois sont devenus maintenant le deuxième partenaire économique d'Afrique, après les États-Unis. Et puis, ils sont encore en train d'avancer un peu plus chaque année. On pourrait imaginer que c'est juste une question de temps avant que la Chine devienne le continent le plus important économiquement pour l'Afrique. Et ça, pour la Chine, c'est pas peu de choses. Et la dernière réalité qu'il faut invoquer ici, c'est le fait qu'il y a tellement de choses à faire en Afrique, tellement de ressources à faire en Afrique. Et la Chine est toujours sur la voie du développement. Donc, on peut imaginer d'autres retombées pour la Chine, qui, elle, n'a pas de retenue à aller où les Occidentaux, par exemple, n'allaient pas, aussi bien dans le sens littéral du terme aller. Il y a les Occidentaux qui n'allaient pas dans certains coins ou qui ne faisaient pas certaines choses, mais que les Chinois, eux, n'ont pas de retenue dans beaucoup de choses, et ce qui leur permet de tirer encore profit d'Afrique d'une façon beaucoup plus considérable que les autres ne l'ont fait jusque-là. Professeur, quelle est la différence entre le modèle chinois et le modèle occidental? Et puis, est-ce que les Africains peuvent se réjouir de l'intérêt que leur porte les Chinois, ou bien ils doivent en avoir peur? Des bonnes questions. La première, qui consiste à établir la différence entre le modèle chinois et le modèle occidental, est une bonne question parce qu'elle m'a préoccupé beaucoup. Et on s'est tout de suite rendu compte que les Occidentaux, ou même les Chinois, mais avec une différence, ont deux volets dans leur intérêt économique, ou même leur intérêt tout court sur l'Afrique. Il y a le volet du commerce, donc le trade,
Et puis il y a aussi un volet d'aide au développement qui est le aid, Development Aid. Et les Occidentaux, évidemment, ce qui est légitime, ils pratiquent le commerce extérieur avec les pays d'Afrique dans le cadre des échanges commerciaux, ce qui est tout à fait normal. Alors évidemment, ils profitent des matières premières et ils nous envoient leurs produits finis. On sait tous que l'Afrique n'a pas vraiment bénéficié de cette structure du commerce extérieur, du commerce international. Donc c'est un peu ça le premier aspect de la question. Donc il y a les Occidentaux qui ont un intérêt commercial, mais il y a aussi cet aspect-là d'aide. Ils savent bien que leurs partenaires sont des pays en voie de développement, alors ils ont aussi ce qu'ils appellent l'aide au développement, qui consiste carrément à mettre du moins à la disposition des pays africains des prêts. Ils considèrent ces prêts comme faisant partie d'aide au développement, bien que les Africains doivent rembourser et avec intérêt. Mais le fait que ces prêts sont portés à des conditions, sont donnés à des conditions relativement soft, donc beaucoup plus favorables qu'aux conditions du marché, ils sont généralement considérés comme aide. Parce que si on vous donne, disons, des 100 millions de dollars, et on vous dit, bon voilà, vous avez plutôt que 10 ans, vous avez 20 ans pour rembourser, et puis plutôt que de nous payer un intérêt de, je ne sais pas moi, 6%, on ne va vous demander que 2%, les Européens considèrent ça comme une forme d'aide. Mais du point de vue des Africains, ça reste une somme qu'il faut rembourser, ça reste aussi des intérêts qu'il faut payer. Et ce qui fait qu'il y a ce prêt qui est fait aux pays africains et nous savons tous les conséquences, c'est que ça produit ce qu'on appelle le phénomène d'endettement en Afrique. Bon, et puis il y a aussi ce qu'ils appellent des dons, de grants, comme on dit en anglais. C'est carrément quand ils décident de vous donner des fonds sans attendre quoi que ce soit de retour. Bon, et c'est un peu ça, ce que les Occidentaux ont fait jusque-là. Mais il y a, je suis parmi ceux qui critiquent ce rapport entre le pays d'Afrique et le pays occidentaux depuis l'indépendance ou les indépendances des pays d'Afrique, généralement dans les années 60. Parce que ce rapport, aussi bien de commerce que d'aide au développement, n'a pas vraiment changé grand-chose, n'a pas vraiment changé la donne en Afrique. Et il y a même beaucoup de critiques qui ont souvent parlé du néocolonialisme, et beaucoup de gens qui ont parlé de l'instrumentalisation d'aide au développement pour d'autres fins pour des fins politiques, pour d'autres fins. Donc il y a tout un tas de critiques à ce sujet, et puis c'est un vieux sujet, là, on ne peut pas y revenir, parce que c'était un sujet qui a été débattu dans les années 80. Maintenant, c'est tout à fait fait, parce que depuis les années 90, il y a ce nouveau paradigme qui est celui de la mondialisation, qui a un peu bouleversé les choses, et en bouleversant les choses, il y a la Chine qui est entrée en jeu, et la Chine n'est pas la seule, parce que les conditions de la globalisation, de ce libéralisme mondial, a permis par exemple aux pays du Sud de bénéficier des conditions d'économie internationale un peu plus qu'ils ne l'ont fait jusque-là, parce que depuis, si on regarde bien les débuts du temps moderne, depuis les 1500 jusqu'à carrément dans les années 1990, tous les bénéfices qu'il y avait au sujet de l'économie internationale, des échanges internationaux entre les pays occidentaux et les pays du Sud, on se rendait compte que les avantages étaient souvent vers les pays du Nord. C'était aussi la critique des économistes de l'Amérique latine dans les années 50-60. Mais ça a changé parce que dans les années 90, on s'est rendu compte que pour la première fois, il y a des conséquences de cette mondialisation qui ne sont pas nécessairement positives pour les pays occidentaux. Et c'est là
qui a permis aussi aux pays du Sud, certains pays du Sud, de commencer aussi à bénéficier de ces échanges. Et là, je peux parler carrément rapidement de l'avantage des pays d'Afrique, des pays du Sud, notamment les bons marchés d'emploi. Là, hein. Et puis il y avait aussi le fait que des pays occidentaux maintenant, ou des investisseurs occidentaux préféraient plutôt aller investir dans les pays du Sud, parce qu'il y avait des conditions beaucoup meilleures pour leurs coûts, et ainsi de suite. Encore là, c'est un vieux débat qui a été très très en vogue au début des années 2000. Donc, pour revenir à la question, la Chine donc est en train de profiter de cette nouvelle réalité du marché, et que donc en Afrique, si vous pouvez encore me rappeler la question qui était... De savoir si les pays africains peuvent se réjouir de l'intérêt que leur porte la Chine. Merci. Ou on doit avoir peur des Chinois. C'est ça justement. Et le fait qu'il y a maintenant des Chinois, et les Chinois ne sont pas les seuls, il y a aussi des Indiens, des Brésiliens qui investissent encore de façon plus accrue, même les investisseurs qui viennent, il y en a qui viennent des pays arabes, parce qu'il y a maintenant une certaine présence de finances, un peu une présence tout azimut de finances. Avant, les finances étaient concentrées dans les pays occidentaux, maintenant il y en a partout. Donc les Africains profitent du fait qu'ils ont accès aux finances en dehors de l'Occident, donc des pays occidentaux et des institutions occidentales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Du point de vue de cet aspect-là des finances, on ne peut qu'imaginer que les Africains ne peuvent que se réjouir de voir que, bon voilà, il y a d'autres gens qui s'intéressent à nous. Donc si nos portes sont fermées, ou s'il y a des choses qui ne nous arrangent pas quand on fait du business avec les Occidentaux ou les institutions internationales, les institutions économiques internationales avec les Occidentaux, avant on n'avait pas le choix, on devait avaler la pilule, mais maintenant on peut quand même claquer la porte et aller ailleurs. Et ce qui s'est fait justement déjà depuis les années 80 et 90 avec le Botswana et l'Angola. Ce sont des pays qui éventuellement, carrément maintenant arrivent à dire non si les conditions qui sont proposées par les pays occidentaux ou les institutions internationales sont un peu trop difficiles pour eux pour avaler. Donc c'est un peu ça. L'avantage que je vois dans le fait qu'il y a beaucoup de pays qui ont suffisamment de moyens et qui sont prêts, qui veulent investir en Afrique, ça rend un peu beaucoup moins, ça rend l'Afrique beaucoup moins dépendante des finances occidentales. Et il y a un aspect de la question, je crois que si je me rappelle encore des différents aspects des deux questions que vous avez posées, ce qui différenciait le modèle chinois du modèle occidental, c'est que les Chinois, eux, quand ils font du business en Afrique, ils ont tendance à ne pas séparer le côté commerce et le côté aide au développement. Et c'est ce qu'ils appellent package. Donc, ce ne sont pas eux, parce que c'est un mot anglais. Ils ont tendance à dire, donc leur approche consiste à demander aux Africains, aux pays africains, ce dont ils ont besoin pour leur développement. Et c'est souvent des projets d'infrastructure, parce qu'on en a besoin en Afrique. Et puis les Chinois disent, plutôt que de nous payer, de nous... ce qu'on appelle, plutôt qu'on ait des échanges dans le sens que nous, on vous apporte quelque chose et puis vous payez, les Chinois disent, bon, on sait que vous n'avez pas de finances en bonne santé, nous, ce qu'on va faire, on va vous apporter ce dont vous avez besoin parce que nous, on est intéressés à vous aider, mais parce qu'on sait que vous n'avez pas des ressources, des finances, mais on sait en même temps aussi que vous avez des ressources, donc vous n'êtes pas des démunis. On peut donc s'arranger à ce que nous, on vous donne ce dont vous avez besoin, et que nous, on va, plutôt que d'attendre d'argent liquide, on peut carrément vous demander, et ce qu'ils font les Chinois, la permission d'exploiter certaines ressources
naturel. Et c'est comme ça que les Chinois perçoivent leur revenus de ce qu'ils apportent en Afrique. Donc le package consiste aux Chinois d'apporter aux Africains ce dont ils ont besoin, plutôt qu'aux Africains de payer. Les Africains payent en espèces, si on peut ainsi le dire, en octroyant aux Chinois la possibilité d'exploiter certaines, peut-être minéraux ou quelque chose comme ça. Et c'est un peu le système dans lequel fonctionne le système chinois. Donc il y a aussi dans le même système la présence des compagnies chinoises, parce qu'il y a dans l'entretemps une présence du secteur privé en Chine, et le secteur privé en Chine ne travaille pas indépendamment du gouvernement, ce qui fait que des choses que le gouvernement ne peut pas faire, le gouvernement travaille avec les firmes chinoises, les compagnies chinoises qui sont aussi en Afrique, pour aider à remplir les contrats des Chinois, et les faisant, aussi bien le gouvernement chinois que les compagnies chinoises ont leurs bénéfices. Mais ce que les compagnies chinoises reçoivent en plus, c'est qu'une fois sur le marché africain, ils s'établissent, ils créent des liens, et ils commencent aussi à travailler en Afrique, à fonctionner en Afrique. Et c'est ce qu'on appelle le market entry, donc la façon de s'installer dans un nouveau marché. Si vous venez d'ailleurs de la Chine, qui est un nouveau pays dans ce sens, et le faisant, il commence à pousser un peu, à bousculer un peu les compagnies européennes. C'est ce que je voulais dire. Et pour conclure, c'est